un S à sport. Bonjour à tous, nous sommes en place sur Logos FM pour une nouvelle émission d'Avec un S à Sport. Et ce soir, nous recevons Yann Chaussinan, le lanceur de marteau. Bonjour Yann. Bonjour. Comment vas-tu ? Très très bien. Eh ben, nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui. C'est avec plaisir. Antoine, qui est un tout petit peu malade. Ouais, j'ai chopé la crève. Salut Fabrice. Mais sa condition physique lui permet d'être présent aujourd'hui parce qu'il fait du vélo, nous le rappelons. Merci. Mais oui, ça me sauve un peu. Et Maxime Secalo, notre fidèle chroniqueur, au même titre qu'Antoine, ami personnel de Pablo Longoria. Salut Maxime, comment vas-tu ? Salut Fabrice, salut à toutes et tous. Salut Yann. Donc Yann, tu es au Clermont Auvergne Athlétisme, c'est ça ? C'est ça, ouais, depuis toujours. D'accord, depuis quel âge ? Ça va commencer à faire. Je crois que j'ai commencé ma première licence d'athlète, je crois qu'en 2009 ou 2010. D'accord, tu as 26 ans, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Et ça doit pas être facile de passer derrière ton papa David, qui a été un grand champion. Bon, maintenant, c'est bon parce que je l'ai battu. Donc ça va. Je suis passé devant. J'ai le record de la famille maintenant. donc ça va. Mais oui, après, maintenant, je peux dire que j'ai le record de la famille et le record du club, ce qui n'était pas le cas avant. D'accord. Donc vu que je m'entraîne avec lui depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans avant les Jeux, ouais. J'avais fait le choix risqué de lui demander de venir m'entraîner. Donc depuis septembre 2023. Donc 1 an avant les Jeux, c'était qui tout double. Hein. C'était soit ça se passait vraiment bien et ça allait, soit ça cassait, on va dire, parce que c'est une relation père-fils. Ouais, ça peut tout ou rien. Pas toujours facile, c'est sûr. Donc j'avais un ancien entraîneur depuis une dizaine d'années qui était embauché au club et j'ai décidé de changer parce que j'avais besoin d'autre chose. Le marteau, c'est un sport de sensation et j'avais besoin de quelqu'un qui avait senti ces sensations-là et qui avait déjà vécu les Jeux Olympiques. C'était une grande chance pour moi d'avoir, entre guillemets, ça sous la main et que mon père accepte de prendre du temps sur son travail pour venir m'entraîner, quoi. Ouais, c'est génial ça de travailler en famille, mais effectivement, ça peut être qui tout double, comme tu dis. Donc tu t'es fait un prénom. Ouais. Ça c'est bien, Yann Chaussinan. C'est ça. Donc tu as commencé très jeune. Et c'est quoi maintenant au fur et à mesure, selon les années, quel a été ton quotidien, tu t'entraînais combien de fois par jour, par semaine ? Est-ce que ça va en augmentant ? Enfin, je suppose que oui. Alors, on pourrait croire que oui, mais au final, je m'entraîne presque un tout petit peu moins maintenant qu'il y a 2-3 ans, parce que j'ai commencé de travailler. Donc, d'accord. Du coup, j'ai dû adapter. Mais en fait, moi, j'ai vraiment eu une progression, on va dire, très linéaire. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment progressé d'un coup, j'ai vraiment une progression linéaire parce que j'ai jamais voulu griller les étapes et j'ai toujours continué de m'entraîner de façon progressive. Et du coup, j'ai toujours fait en sorte, avec mes études, que ce soit même au lycée, d'intégrer la classe de la section sportive de hand au lycée Descartes, par exemple, qui me permettait de finir pas trop tard, de pas avoir cours le samedi. Donc c'était tous des petits détails comme ça, mais qui m'ont quand même permis de m'entraîner. Au lycée, je m'entraînais 1 fois par semaine, 1 fois par jour, sur 5 ou 6 jours. Et après, progressivement, je suis monté. Après, je suis parti en études supérieures où j'ai fait un DUT en gestion des entreprises d'administration. Pareil, avec une formule aménagée. D'accord. Notamment avec le Clermont Foot et l'ASM où il y a des joueurs qui font ce diplôme-là. D'accord. Et puis là, on avait cours les matins. Donc c'est là où j'ai commencé à m'entraîner un petit peu plus. Donc après le bac, c'est là vraiment où j'ai eu un petit tournant, où j'ai vraiment commencé de m'entraîner. Et où je m'entraînais 1 à 2 fois par jour. À savoir qu'un athlète de haut niveau, comme moi par exemple, à haut niveau là, c'est 10 entraînements par semaine et c'est 2 entraînements par jour. Ouais, quand même. Donc ça prend un petit peu de temps. Et donc du coup, au fur et à mesure, comme ça, j'ai vraiment essayé de voir ce qui marchait sur moi, ce qui marchait pas. D'accord. Et d'adapter la préparation. Et là, par exemple, moi je sais qu'avant, je lançais 5 fois par semaine. Et maintenant, je suis descendu à 4 parce que, par exemple, je bosse 16 heures par semaine, mais ça faisait trop, quoi. Donc, du coup, okay. J'ai des petites choses comme ça. Il y a des choses que j'ai rajoutées. Par exemple, je vais à la piscine alors qu'avant, j'y allais pas. J'essaye d'être vraiment très complet dans ma préparation, ce qui l'était pas forcément avant. Les lanceurs, ils se cantonnaient un petit peu à un certain type d'entraînement. Et mon père avait vraiment un petit peu diversifié ça pour lui, justement.
à vraiment mettre l'accent sur la prépa mentale, mettre l'accent sur la nutrition. Dans les lancers, ça a été un petit peu lui qui a amené ça, surtout au marteau. Et Ouais. du coup, quand j'ai toujours été très très sérieux dans l'entraînement depuis toujours, et d'autant plus quand c'est lui qui a commencé de m'entraîner, où vraiment il m'a dit ok, ben, je t'entraîne mais c'est à 200%, et si moi je m'investis, tu t'investis aussi. Donc D'accord. c'était le deal. Et puis il y a l'entraînement, et après il y a tous les petits à côté où il faut faire attention, quoi. D'accord. Donc Oh. c'était surtout ça, et puis vraiment de voir ce qui marche et ce qui marche pas. Je sais qu'il y a des choses, j'avais vu un préparateur mental par exemple, bah ça matchait pas, donc j'ai laissé tomber, quoi. Mais oui, c'est sûr. Donc il y a toutes des petites choses comme ça. Le haut niveau, c'est des tout petits détails, c'est comme à la Formule 1 ou vraiment à course On va en parler tout à l'heure. automobile ou moto, Ouais. où vraiment ça se joue vraiment à des millimètres et à des tout petits détails. Et le haut niveau, c'est ça, notre outil de travail, c'est notre corps. Ouais. Et donc il faut réussir à en prendre soin, et c'est tous des petits détails comme ça qui après font des grosses performances derrière. D'accord. Antoine ou Maxime, est-ce que vous avez une question? Antoine? Est-ce que c'est compliqué de... c'est bon, pardon. Est-ce que c'est compliqué, justement, tu dis que tu travailles à côté, d'être à très très haut niveau comme ça et d'avoir aussi le travail à côté et tu vois, pour ton temps libre, de tout réussir à mettre bout à bout? Alors, j'ai commencé de travailler dans une entreprise d'EFAGE, là, donc en 2023, début 2023. Et en fait, j'ai essayé plusieurs formules. Parce qu'au début, je bossais par exemple le matin, je m'entraînais 2 fois l'après-midi, c'était trop dur. Et en fait, c'était un équilibre à trouver. Alors, il y avait une dimension financière pour avoir une vraie sérénité financière. Moi, ça me permet par exemple de bosser un tiers-temps, mais quand même d'avoir une paye à temps plein. Donc ça me fait vraiment une grosse sérénité pour des revenus fixes d'athlète. Et en fait, c'était une volonté de ma part, au-delà de l'aspect financier, de faire quelque chose d'autre à côté de l'athlète. Parce que quand on s'entraîne tous les jours, quand ça va bien, il n'y a pas de problème. Mais quand ça va pas, tu es content de faire autre chose, de sortir du monde du sport, du monde de l'athlète. Parce que quand tu restes en athlète, tu sors avec des gens qui font de l'athlète, tu vas boire un verre, ou à l'entraînement, tu parles de sport. Moi, je sais, hein, on va boire un verre avec des copains, ça arrive pas souvent, mais que tu vas boire avec des copains, tu parles que d'athlète toute la soirée. Toute ta vie tourne autour de ça. Donc, Et donc, du coup, de mettre un pied dans le monde professionnel, de voir d'autres gens, d'avoir un rythme de vie qui est différent, de vraiment penser à autre chose, de faire autre chose. Moi, je sais que c'est un équilibre que j'ai trouvé. Alors, j'ai mis un moment avant de trouver l'équilibre en termes d'horaire, hein. oui. Au début, par exemple, je faisais 8h midi, après j'ai fait 14h, 18h. Là, par exemple, je fais 14h, 17h. Parce qu'après, ça me faisait finir trop tard les entraînements. Après, il y a pas mal de choses comme ça. Moi, j'ai eu la chance de tomber, parce que je fais du contrôle de gestion, tomber avec un binôme, entre guillemets, qui était passionné de sport et savait déjà tout ce que j'allais faire avant d'arriver. Donc, mais c'est vrai que tous les résultats du week-end, il les connaît. Et en athlète, même moi, il sait des trucs que je savais pas. Un trou Donc, de mémoire, tu lui demandes, quoi. mais c'est sûr que de tomber sur ces personnes-là, ça facilite les choses. Peut-être que si j'étais tombé sur quelqu'un d'autre, ça aurait pas matché et j'aurais peut-être pas continué. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont mises bout à bout, et ça fait partie des petits détails qui me permettent après d'être performant. Ils me laissent partir en stage, ils me laissent partir en compétition. Donc honnêtement, je suis très content d'avoir trouvé cet équilibre. Alors, est-ce qu'à terme, j'arrêterai? Je sais pas, mais à l'heure actuelle, c'est un équilibre que j'ai trouvé comme ça, quoi. Maxime? Mais c'est sûr que ça rajoute une charge supplémentaire. Il y a des périodes. L'athlète, quand ça va bien, l'entraînement, quand ça va bien, ça va. Mais faut savoir que quand on fait du haut niveau, il y a quand même les 3/4 de l'année où tu es fatigué et où c'est dur, quoi. Donc, et c'est dans ces moments-là où, pour moi, après, je sais qu'il y en a qui n'y arrivent pas, hein. Je sais que pour moi, ça a été pas mal de pouvoir faire autre chose. Ouais, moi, je voulais savoir par rapport à ton expérience de Paris 2024. Justement, tu parles de cette cohésion, le fait que tu étais forcément avec des athlètes dans cette symbiose athlétique avec toute l'équipe de France. Est-ce que toi, justement, ce phénomène-là te pousse plus à te surpasser, forcément parce que tu es animé avec d'autres athlètes et tu peux justement avoir ce côté de tous se pousser vers le haut et d'être ensemble, quoi. Ouais, c'est vrai qu'au jeu, on a vraiment vu qu'il y avait une vraie équipe de France. C'est-à-dire que après, la fédération avait essayé d'entretenir ça l'année des Jeux ou l'année même avant, de vraiment avoir une vraie appartenance à l'équipe de France. Et puis on l'a vu, que ce soit entre les sports, où il y avait une vraie appartenance, mais c'est surtout par rapport aux gens qui étaient vraiment impliqués l'année des Jeux.
Quand moi je suis rentré dans le Stade de France, c'était incroyable à vivre, quoi. Même mes copains, j'ai des copains qui étaient venus me voir, qui n'étaient pas du tout dans le monde du sport, qui sont venus me voir au Stade de France, mais ils ont halluciné, hein. L'ambiance qu'il y avait et tout le monde qui était derrière le sport, et que en France on a une vraie culture du sport, et au jeu on a vraiment vu ça, quoi. Tu nous parlais justement de cette cohésion. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur vraiment cette symbiose qu'il y a eu entre tous ces athlètes? Alors, ouais, bien, comme je disais, il y avait vraiment... Alors, il y a eu deux types. Il y avait vraiment l'équipe de France nationale, où vraiment, là, c'était tout le monde. C'était avec les entreprises, avec les particuliers, notre famille. Vraiment, il y avait une vraie équipe de France où les gens étaient contents de soutenir l'équipe de France. Il y a une vraie ambiance équipe de France. Et il y a eu l'ambiance dans l'équipe de France d'athlètes, où vraiment on avait tous appris à vraiment bien se connaître, et où tout le monde a encouragé tout le monde tout au cours de l'année. Et sur les Jeux Olympiques, où vraiment ça a été vraiment intéressant. Je sais que ceux qui avaient l'expérience, ils étaient vraiment là à vouloir aider ceux pour qui c'était la première expérience. Les Jeux, c'est très particulier, hein. Faut savoir que même si c'est le même niveau que les championnats du monde, par exemple, les Jeux, c'est tous les 4 ans. Donc il y a vraiment... Puis là, c'était à Paris en plus. C'était fait rareté, c'était à Paris. Et dans la tête des athlètes, les Jeux, c'est vraiment le Graal, mais c'est très très particulier. L'ambiance des Jeux Olympiques, c'est là où vraiment il y a le plus de surprises, où des gens qui sortent un peu de nulle part peuvent faire des médailles, et l'inverse, où vraiment il y a des leaders qui passent au travers. Moi, je vois dans mon concours, il y a le mec, je crois qu'il y avait 2 ou 3e meilleure perf mondiale, il passe pas les qualifs. Donc... c'est compliqué, ça. Ouais. C'est vraiment... Les Jeux Olympiques, c'est très particulier. Dans les athlètes, c'est très particulier. Donc, c'est un moment où les athlètes vont avoir besoin de réconfort et vont devoir arriver confiants. Et je pense que cette confiance-là, elle est passée par le fait qu'il y avait une bonne ambiance dans l'équipe de France. C'est sûr que quand il y a des championnats où l'ambiance d'équipe de France n'est pas bonne, les gens ne se parlent pas, ça permet pas de pouvoir se relâcher, se détendre avant les Jeux Olympiques. Avant les Jeux Olympiques, le travail il est fait, hein. L'entraînement, tu vas à l'entraînement, tu bouges un peu et tu fais quasiment plus rien. Et là, ce qui va être important, c'est de vouloir penser à autre chose et de se détendre. Vous étiez au village, du coup Alors nous, on a fait le pré-camp, on va dire, à l'INSEP. Et à J-2 de la compétition, on allait au village olympique. C'est-à-dire qu'on arrivait, moi par exemple, je suis arrivé 5-6 jours avant les Jeux Olympiques, on a l'INSEP, j'ai fait 2-3 jours. Et après, on a fait 2 jours au village. Le problème du village, c'est qu'on ne pouvait pas s'entraîner. Oui, c'était très compliqué. Ouais. Donc du coup, on allait s'entraîner à l'INSEP. Et puis, parce que l'avantage de l'INSEP, en plus. L'avantage de l'INSEP, c'est que les conditions d'hébergement et de nourriture étaient très meilleures. Et c'est surtout qu'on était dans une bulle. L'INSEP était privatisé pour l'équipe de France, pour toutes les équipes de France qui voulaient venir. Donc il n'y avait pas de médias, il n'y avait rien. Puis il n'y avait pas aussi peut-être cette pression, cette effervescence que tu avais dans le village. Tu savais que tu étais au jeu, quoi. Ouais, c'est sûr que une fois que tu arrives au village, tu es au jeu. Et là, les jeux, ils commencent. À partir du moment où tu mets ton pied dans le village, tu sais que les jeux, ils commencent. Et est-ce que vraiment, quand tu es à Paris, donc c'est les Jeux Olympiques, donc comme tu dis, c'est tous les 4 ans, mais en plus, donc il y a cette compétition qui est à Paris, est-ce qu'il y a une pression supplémentaire de bien réussir devant ton public? Parce que tu m'avais dit, par exemple, quand je t'avais interviewé pour Clermont Sport, qu'une 4e ou une 5e place, c'est déjà un très bon résultat, et les gens pensent qu'aux médailles. Je me souviens, ça m'avait marqué. Et effectivement, et d'être en finale des JO, c'était déjà un super résultat. Moi, j'étais content quand tu étais en finale. Non, mais après, sportivement parlant, de faire une finale, c'est très solide sur des Jeux Olympiques. Mais là, on l'a vu aux Jeux Olympiques, c'est que tous ceux qui n'ont pas fait une médaille, c'était rideau, quoi. Et tu rentrais chez toi et tu n'existais plus. Hein. Vraiment, les Jeux Olympiques, c'est... Moi, j'en étais préparé, je le savais, je savais à quoi m'attendre. Mais là, l'après-Jeux Olympiques, il y en a beaucoup, ça a été très compliqué. D'accord. C'était tes premiers JO ? Ouais, c'était mes premiers Jeux Olympiques. Mais moi, je savais, hein, quand tu mets dans le monde du sport ou dans le monde classique, c'est pareil. Hein. C'était bon, il n'y a pas de problème. Ça, c'est vrai ce que tu dis. T'existes pas. Hein. Ouais, c'est triste, mais c'est vrai. C'est une triste réalité, mais malheureusement, dans le sport, c'est comme ça. Tu fais une médaille ou t'existes pas. Alors, même si les connaisseurs, les gens, ils connaissent, ils savent la vraie performance d'une 4e ou d'une 5e place aux Jeux Olympiques, ou même d'une 8e place, les sportifs connaissent. Mais dans la tête des gens, si tu fais pas une médaille, t'existes pas, en fait. Et c'est vrai que
Il y a beaucoup trop d'athlètes qui sont pas préparés à ça. Et il y a beaucoup d'athlètes qui font des petites dépressions comme ça après les Jeux Olympiques. Ouais, j'y pensais. Ouais, et surtout, la reprise de l'entraînement, etc., est très compliquée. L'année après les Jeux Olympiques, il y a beaucoup d'athlètes qui ont du mal, quoi. Ils se cherchent, ils ont besoin de changement, ils font beaucoup de choses. Et ça, c'est des trucs qu'on parle pas, en fait. Ouais. Il y a quelques articles qui se mettent à passer un petit peu dans les médias, mais c'est vraiment des choses où les gens qui sont pas dans le sport, ils se rendent pas compte. Mais c'est aux Jeux Olympiques, nous on l'a vraiment vu. Hein. Si tu faisais pas de médaille. C'est fou, Maxime. Ouais, du coup, tu parlais justement de l'entraînement, de cette phase post-JO. Toi, là, actuellement, à très court, moyen et long terme, peut-être horizon de 2028, toi, c'est quoi à peu près là, tes objectifs, ton ressenti, etc. Alors moi, je continue de vraiment bien progresser. Là, cet hiver, je fais une grosse perf, je fais 80-56. Félicitations d'ailleurs pour ça. Ouais, moi, j'ai suivi, bravo. Merci, ça fait le 3e meilleur perf française, mais c'est surtout qu'avec cette performance-là, dans les bilans de toutes les années, t'es quasiment au top 5 mondial tous les ans, quoi. Et donc ça m'a vraiment permis de passer un cap, mais c'est surtout que Là, je vois que j'ai encore énormément de marge de progression. Même mon père, hein, quand il a commencé de m'entraîner, il me dit jamais j'aurais pensé que tu lancerais aussi loin et qu'il y aurait autant de marge. Ouais. Il pensait que j'avais du potentiel, mais pas autant. Et donc le but, ça va être de continuer de l'exploiter pour justement aller vraiment chercher autre chose. Là, j'ai montré entre guillemets aux Jeux Olympiques, même si ça s'est pas exactement passé comme je l'espérais, que sur les prochaines compétitions, il va falloir compter sur moi pour aller chercher des médailles et vis-à-vis des concurrents aussi, quoi. Et je sais qu'aux Jeux Olympiques, d'avoir par exemple un Français dans le concours, les gens étaient tous derrière moi. Je sais qu'il y en a, ça leur a fait bizarre, quoi. Mmh. Donc maintenant, je montre entre guillemets que je suis là. Donc ça va être cool pour les prochaines années et aller vraiment chercher des très grosses performances. Et là, à moyen terme, long terme, là, pour l'année suivante, t'en es où là, du coup ? Donc là, cette année, on a les championnats du monde à Tokyo. Donc là, c'est au mois de septembre, avec un objectif de médaille. Et cette année, j'aimerais bien aller chercher le record de France. Et après... il est à combien le record de France, Yann ? 82-38. Ouais, mais t'es pas loin. Non, je suis pas loin. Il suffit de faire 82-39 et puis ça y est. C'est beaucoup de mettre dans ce... Enfin, ouais, on se rend pas compte, tu vois, quand on connaît pas, ouais. Mais on se dit au final, c'est pas grand-chose. Ton père a dit que t'avais de la marge. Donc, ouais, mais même moi, je sais que si toutes les planètes sont alignées, il y aura pas de problème. Mais c'est sûr que 1 mètre ou même 1 centimètre à ce niveau-là, c'est très compliqué. Souvent, on se rend pas compte, nous. Mais à la différence, c'est que le marteau est une discipline très technique et une discipline de sensation. C'est exactement comme le saut à la perche. Et où, avec pas grand-chose, tu peux vraiment avoir un gros gap en termes de performance. C'est-à-dire que moi, c'est ce qui s'est passé, hein. Je stagnais à 77, 30, j'avais fait combien, 77, 50. Et d'un coup, je suis passé à 79 et 81 en l'espace d'1 an et demi, quoi. C'est bien. Donc, il suffit des fois de pas grand-chose pour avoir une très grosse progression sur des disciplines techniques comme ça. Sur des épreuves comme le sprint ou le demi-fond, où c'est des épreuves un petit peu plus purement physiques, c'est plus compliqué d'avoir des grosses progressions comme ça. C'est-à-dire que en général, c'est des progressions un peu linéaires en fonction des entraînements, des choses qui sont mises en place. Mais sur des disciplines comme ça techniques, on peut avoir un gros gap de performance. Donc du coup, ça peut être vraiment intéressant, quoi. Qu'est-ce que tu penses du titre de Marie-Julie Bonin, qui est championne du monde en salle de saut à la perche, et puis de la médaille d'argent de Willem Bellossian? Ça, c'est très bon pour l'athlète française. Ouais, c'est très bon pour l'athlète. Alors MJ, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et c'est quelqu'un de très bien. William aussi, mais MJ, ça va faire du bien à l'athlète français d'avoir des médailles comme ça sur les championnats. Donc ça ouvre les portes, on va dire, du compteur des médailles. Aux championnats d'Europe juste avant, ils en ont fait beaucoup. Ouais. Donc du coup, c'est très bien pour le reste de la saison. Et William, comme d'autres là en France, le niveau sur le 110 mètres haies ou le 60 mètres haies est très très relevé. Donc faut s'attendre à ce que cet été il y ait peut-être des médailles au 110 mètres haies aussi. Serena, elle l'a montré aux Jeux Olympiques en faisant une médaille sur le 100 mètres haies. Mais chez les hommes, ça pousse aussi très fort derrière. Le 110 mètres haies, c'est l'une des disciplines presque les plus fortes en France, avec une bonne densité. Il y a le saut à la perche, il y a d'autres épreuves,
Mais les haies, il va falloir compter dessus pour la fin de l'année, quoi. Pourquoi être lanceur de marteau? Alors en fait, moi j'ai essayé beaucoup de sports, et notamment le handball où j'en avais fait pas mal, mais j'étais quand même plus attiré vers le sport individuel. Moi, je sais que mes 2 parents avaient fait de l'athlé, mais ils m'ont vraiment pas poussé à en faire, presque au contraire. Et puis au final, j'ai fait de l'athlé, et j'ai vraiment essayé toutes les disciplines de l'athlé. Moi qui venais du hand, j'avais fait beaucoup de javelot au début. Et puis au final, il y avait un bon groupe d'entraînement sur le disque marteau. Et puis ça m'a plu et je me suis pris au jeu. Alors est-ce qu'au fond de moi, je voulais faire comme papa, entre guillemets? J'ai commencé, j'étais assez jeune. Ouais. Mais puis ça m'a plu, je me suis pris au jeu. Et puis au final, j'y suis resté, quoi. Ok. Donc mon petit doigt m'a dit que tu étais un très très bon joueur de handball. Il se trompe jamais, mon petit doigt, en fait. Hein. Bon, les chroniqueurs sont habitués. Oui. T'aurais pu être, alors professionnel, je sais pas, mais jouer à un bon niveau, style à Cournon, par exemple, en Pro League. J'ai eu pas mal de demandes pour aller faire du hand. J'étais au lycée Descartes, donc il y avait les entraîneurs à Cournon, qui étaient là-bas. Ils venaient me voir à chaque fois après les séances de PS pour que j'aille faire du hand. Mais c'est un sport que j'aimais beaucoup, mais comme niveau je préférais vraiment le sport individuel. J'y allais parce que tous mes copains étaient là-bas et que j'étais pas mauvais, hein. Bien sûr. Mais c'est sûr que je pense que si j'avais continué là-dedans, si j'avais pas fait de l'athlé, je pense que j'aurais continué dans le hand et aller après le lycée faire un centre de formation. Ça me fait penser à Florent Manodou qui avait joué au hand. Il avait arrêté sa carrière une première fois. Ouais. Il avait joué au hand. Est-ce que toi, ça pourrait t'arriver, ça? D'après carrière, franchement, c'est possible, hein. Si un jour tu dis, bon, voilà, moi, le lancer de marteau, maintenant, voilà, j'ai tout vu, donc maintenant, je veux faire du hand. Après la médaille d'or de Los Angeles, ouais. Le problème, c'est que moi, quand je me lance dans quelque chose, je suis trop compétiteur pour faire ça en loisir. D'accord. Donc, si j'y vais, s'il y a un groupe de potes et qu'on veut se faire plaisir, on va le faire. Mais si je me mets à faire du hand et que je veux aller en club... je sais que je vais m'entraîner à 200% comme j'étais capable de le faire en athlé, donc je suis comme ça et c'est bien. Je n'arriverai pas à faire à moitié, donc c'est un bon état d'esprit. Après, moi c'est pour ça, il y a le bon côté des sports collectifs, mais moi je préfère que si je perds, ça soit à cause de moi, mais si je gagne, ça soit grâce à moi. D'accord. Quand c'est un sport collectif, il y en a un petit peu moins ça, mais l'esprit sport collectif, on l'a ou on l'a pas, ça, c'est vraiment autre chose. Et je voulais vraiment que la performance m'appartienne, on va dire, qu'à moi, quoi. C'était mon point de vue à l'époque, quoi. Mais qu'il est toujours. C'est un très très bon point de vue. On va parler maintenant cyclisme. Notre spécialiste Antoine Van Der Poel a battu Pogačar, je ne crois pas. Si, premier monument de l'année, entre Milan et San Remo, donc 300 km, la plus longue. Pogačar a perdu une course. Il a tout fait pour la gagner. Ouais. Et franchement, il a attaqué dès la Cipressa à 35 km de l'arrivée. Donc après 280 bornes de course, pour mettre le contexte. Mais Van Der Poel n'a pas lâché. Et ils se sont rendus mais coup pour coup sur 30. Franchement, c'était impressionnant. J'aimerais bien savoir les watts développés à ce moment-là. Et je pense que Pogačar n'a pas gagné parce que les montées ne sont pas assez difficiles à leur niveau, évidemment. Bien sûr. Et puis Van Der Poel a réussi à l'aligner au sprint tactiquement. Mais je pense qu'il sur ce genre d'effort, il est plus puissant aussi. Mais non, c'était impressionnant. Est-ce que Ghana, c'est une surprise là, d'être deuxième ou pas, pour toi? Il avait fait un gros Tirreno Adriatico, donc c'est la course concurrente de Paris-Nice qui se déroule en Italie la semaine avant. Ouais. Mais je pensais pas qu'il aurait été capable de tenir autant. Surtout qu'il est resté pendant au moins 10-15 minutes à 10 secondes derrière. Puis mentalement, je sais pas comment il a fait de voir les deux autres devant. Il a raccroché. Et il a réussi à revenir, je crois, à 800 mètres de la ligne. Ouais, c'est ça. Franchement, à la flamme rouge, en fait. Il revient à la flamme rouge. Mentalement, je sais pas comment il a fait. C'est assez fort, ça. Ouais, j'aimerais pas être dans ses cuisses le soir, là. Mais non. Il devait y avoir des crampes un peu, peut-être, le soir, non? Il a bien dû manger. Non, puis ça joue un peu parce qu'il y a Pogačar et Van Der Poel se regardent un peu. Ouais, ils font un sprint départ arrêté. Donc, c'est heureusement que Van Der Poel lance le sprint un peu loin, je crois, à 200-250 mètres de la ligne. Parce que je pense que sinon, Ghana, il peut avoir le temps de se reposer et le lancer et les coiffer tous les deux. Donc, Après, il était cramé après ce genre d'effort. Mais bon, comme on dit, après 7 heures de course sur un vélo, c'est pas les mêmes sensations aussi. J'imagine. Mais c'était impressionnant. Ah, mais ok. Comme quoi, Pogačar est humain. Merci beaucoup. Ah oui. Non. Ah non, mais ça, c'est une très bonne réflexion parce que moi, j'avais des doutes un peu sur l'humanité de Pogačar, mais finalement. Non, mais c'est un super champion pour moi. Enfin, moi, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais par contre, j'étais surpris que Van Der Poel, quand même, le tape, si je peux m'exprimer ainsi, entre guillemets. Non, mais comme je dis, Milan-San Remo, alors à
à leur niveau. Hein. C'est pas une course de haute montagne, ça reste des petits, comme on appelle ça, des capis italiens, des petites côtes de 3-4 km à 5%. Ouais. Et sur ce genre d'effort, Van der Poel peut passer. Ça serait des longs cols alpesques, pyrénéens. Bien sûr. Comme au Tour de France, Pogacar serait envolé. Mais... Sur des petits cols comme ça, ils sont à combien de kilomètres/heure à peu sur près? les attaques, ils montent à 42-43. Et après, je pense, dans le Poggio, donc le dernier capi, ils ont dû le monter à 35, un peu plus. Non, mais c'est quelle catégorie, ça? Au Tour de France, ça serait un 4e catégorie. Mais après 280 km de course. C'est ça. Hein. Il faut se mettre. C'est pas des étapes de 110 ou 120 bornes, quoi. C'est déjà compliqué de faire ça juste après être sorti de la maison, mais là, il faut dire que tu as 280 km dans les pattes à 44 de moyenne, quoi. Ouais. Mais donc maintenant, 7 monuments à eux deux, et donc prochain rendez-vous, chacun, et donc le Tour des Flandres, prochaine étape, pour peut-être belle course avoir, aussi. Du coup, un des deux prendre l'avantage. C'est une belle course. Yann, qu'est-ce que tu penses de... Parce que, bon, voilà, c'est toujours l'éternel débat. Est-ce que c'est le cyclisme ou la boxe qui est le sport le plus difficile? Bon, toi, tu vas me dire peut-être que c'est le lancer de marteau, parce que c'est un sport qui est difficile, parce qu'il est individuel. Donc, on peut très bien avoir des passages à vide. Mais est-ce que le cyclisme, pour toi, c'est le sport le plus difficile? Le plus difficile, je sais pas, parce qu'il y a des particularités dans tous. Aux yeux des gens, c'est quelque chose de difficile, mais quand c'est ta pratique à toi, tu la vois pas de la même manière. Mais c'est sûr que c'est éprouvant. Il y a une part physique, mais il y a aussi une part technique. Il y a une grosse part physique sur le vélo. Après, il y a quand même... l'avantage du sport comme le vélo, par exemple, c'est qu'ils font des avancées sur plein de choses, sur la récup, sur des trucs comme ça, sur les vélos, qui après vont sur les vélos, mais sur des protocoles de récup, sur des protocoles d'entraînement, qui après vont sur les autres sports en fait, qui vont sur la course à pied, qui vont sur les autres sports. Donc c'est intéressant les disciplines comme ça populaires où il y a de l'argent justement, parce que ça permet vraiment de... C'est comme la Formule 1 vers l'automobile. Après, toutes les avancées qui sont faites sur la Formule 1 vont sur l'automobile. Et le vélo, pour ça, ils sont très forts. Ils sont très en avance sur plein de trucs. Ok, la Formule 1, je vais en profiter. Alors, c'est quoi cette histoire, Maxime, de disqualification parce que la voiture fait 1 kilo de moins que la réglementation? Ouais, c'est quand même sévère, ça, non? Ouais, alors surtout... vraiment longtemps après l'arrivée du Grand Prix, donc c'est vrai que c'est des choses où alors la disqualification dans tous les sports existe, mais c'est vrai que sur des grammes et des grammes près comme ça, je trouve ça un peu compliqué. Il y a des vibreurs, on sait que des fois les voitures frottent sur les vibreurs, des choses comme ça. C'est des bouts de matière, on sait que ces voitures c'est du cristal, hein, c'est de l'orfèvrerie, les Formule 1. Donc c'est vrai que là, passer d'être dans les points à 0 pointé pour les deux rouges notamment, c'est quand même compliqué, sachant on a vu Charles Leclerc qui a fait une course magistrale avec un aileron, un demi-aileron. Donc les mecs se surpassent et après ils se font disqualifier comme ça. Je trouve ça un peu compliqué pour eux, c'est sûr. Antoine ? Non, je trouve ça logique. Après, en tant que fan des rouges, je suis déçu, mais à ce niveau-là, tu peux pas, quand t'es un ingénieur, tu peux pas laisser une voiture... avec 1 kilo en dessous, pardon. C'est inadmissible. Puis Ferrari, ça fait un moment qu'ils ont des petits problèmes comme ça, donc... Alors ça a permis à Esteban Ocon d'être 5e quand même. Ça, c'est top. Ça, c'est bien. Surtout vraiment pour lui. Comme As et lui, en plus, je suis très content. Et puis moi, j'annonce Oscar Piastri champion du monde. Bon, ça, c'est la grosse cote. Je pense qu'il a la meilleure voiture, mais le problème, c'est que son coéquipier est au-dessus de lui, je pense. Alors, je jouerai pas ma maison, mais je vais peut-être mettre un petit billet de 20 € quand même. C'était 100 € tout à l'heure, maintenant c'est 20 €. Ça diminue. Ça. Parce que je suis pas trop sûr. Hein, non, mais la différence, c'est que l'année dernière, à ce niveau de saison, Red Bull était largement au-dessus, mais la différence, c'est que Verstappen mettait tout au fond, quoi. Ce qui n'est pas le cas de Piastri et Norris. Donc, soit j'espère pour eux qu'ils auront la McLaren sera meilleure toute la saison, mais si les autres viennent à rattraper ce petit gap, attention de les occasions ratées, quoi. Mais c'est intéressant cette saison, oui. Parce qu'on voit que là, clairement, les Red Bull, les machines en tant que telles, sont pas du tout dans la même forme que l'an dernier. On le voit, Lawson, qui est quand même bien aux fraises. Et en fait, Verstappen, avec, je pense, son talent, malgré tout, arrive à être à l'affût et il est là aux portes du podium. Je crois qu'il finit 4e. C'est ça. Donc je pense qu'effectivement, il va pas falloir que les McLaren fassent un écart de trop, parce que sinon elles vont le payer cher et cash direct. Ok, intéressant. C'est vrai que chapeau à Kadjar quand même qui s'est remis en selle avec sa désillusion totale pour son premier GP en Australie. Félicitations à lui, et qui a pu franchement faire un beau GP. Bravo, il a fini un Grand Prix. C'est ça. Franchement, c'est déjà il le disait sur Canal, 1h30 de course quand même. Conclure un GP, c'est quand même bien. Donc bravo à lui.
Maxime, tu parlais de fraises tout à l'heure, j'ai écouté. Hein. Et ben moi, je trouve que les fraises, ça va pas trop mal à la SM Clermont-Auvergne, qui a pas hypothéqué ses chances de top 6, mais pas loin. Et puis, alors c'est vrai que bon, on va pas tout le temps parler de l'arbitrage. Sur ces dernières mêlées hier, c'était un petit peu bizarroïde. Mais c'est vrai que il y a quelque chose qui va pas pour moi, parce que tu tombes 3 fois dans l'embut, devant on est fort, derrière on n'a plus rien du tout. Et quand tu tombes 3 fois dans l'embut, ben, tu dois marquer un essai, quoi. Et puis aussi, surtout, on tente même pas un drop. Tu vois, Pau, ils battent Montpellier, ils sont menés 38-37 dans les arrêts de jeu, ils claquent un drop, ils gagnent 40-38. Nous, on sait pas faire ça. Donc tu peux pas rester dans la zone de marque comme ça, ad vitam aeternam, et pas marquer de points, c'est pas possible. D'ailleurs, la preuve, tu perds 23-21. Donc ok, sur ces dernières mêlées, sur ces derniers instants, je pense que l'arbitre se trompe, ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais si tu mènes de 15 ou 20 points, eh ben, tu gagnes. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, je pense qu'à plusieurs reprises, on doit prendre les points. On est dans les 22 ou voilà, au moins dans le camp adverse. Et on doit clairement prendre les points pour... Et juste, je te laisserai répondre bien sûr après. Ouais. Mais en première mi-temps, par exemple, ils ont des pénalités qui sont tentables, ils les prennent pas, alors que Christophe Furios fait 3. Ils respectent pas le jeu, quoi. C'est pas possible autrement. Alors certes, tu te sens galvanisé, ça fait longtemps que t'as pas joué à la maison, guichet fermé, t'as un stade qui honnêtement a bien poussé pour être au stade. C'était une belle ambiance au Michelin comme on avait dans les belles années 2010-2020. Malgré tout, je pense que tu sais qu'en face le Racing a besoin de points, qui sont vraiment dans une position très délicate. Je pense qu'il faut prendre les points, comme tu dis Fabrice, il faut respecter le jeu. Voilà, parce que tu vois qu'à plusieurs reprises, tu as du mal devant la zone de marque. Et donc il faut d'abord prendre le score pour au moins sécuriser un matelas assez confortable. Si après envoyer du jeu, il n'y a pas de souci. On était quand même en plus dans des conditions dantesques de jeu. Ouais. Le terrain était quand même détrempé pendant tout le match. Donc je pense que c'est un rendez-vous manqué, c'est dommage. On avait là donc c'est pas le premier cette année. Ouais, c'est ça. Puis là c'est vrai que tu reviens d'une trêve internationale. Tu as quand même pu construire ce match. C'est pas comme si c'était après un enchaînement en Coupe d'Europe, etc. Enfin, là vraiment, tu as eu le temps de le préparer. Je trouve ça dommage d'échouer comme ça. Alors tu as parlé de quelques faits d'arbitrage qui malheureusement sont pas en notre faveur. Faut pas qu'on se repose là-dessus parce que si en première mi-temps et en début de seconde on prend les points, effectivement, je pense que ça on n'en parle pas et on gagne. Peut-être pas avec la manière, mais au moins on gagne. D'accord. Yann, je veux pas te mettre en porte-à-faux, hein, t'inquiète pas. Mais ma question, elle est orientée sur Christophe Furios. Je pense que c'est un bon coach. Il a redonné des lettres de noblesse à Oyonnax. Il est champion de France avec Castres en 2018. Mais là, clairement, j'ai l'impression que ça prend pas. À ton avis, est-ce qu'il a perdu une partie de son vestiaire? Est-ce que son discours ne passe plus? Ou est-ce que peut-être il y a certains joueurs qui veulent pas mettre le bleu de chauffe? On a l'impression que... Je sais pas, moi ça donne l'impression qu'ils se battent pas jusqu'au bout. Certains oui, certains non. Fritz Lee montre l'exemple à 36 ans. Et j'ai l'impression que ça suit pas derrière. Qu'est-ce que toi tu vois de l'extérieur? C'est quoi ton avis sur la SM Clermont-Auvergne là tout de suite? Moi je suis pas pratiqué assez. Je suis pas rugbyman. Je peux pas savoir ce qui se passe, on va dire dans le vestiaire. Mais je sais qu'en tant que sportif. Alors certes, il y a l'encadrement, il y a les entraîneurs et tout, mais il y a des fois, il n'y a pas que ça. Ça peut servir de déclic, mais je pense que le plus important, ça reste le sportif. C'est ça la base, et c'est ça le plus important. Et je pense que c'est là où il faut travailler. Alors c'est sûr que l'entraîneur, il a sa part dans la performance, mais pas que. Je pense que là où peut-être il est important de se recentrer, c'est sur le sportif. Donc après à savoir ce que eux ils ont besoin, mais je pense que la base de tout elle vient du sportif. D'accord. Antoine, t'as un avis? T'es pas obligé hein. Sur Urios? Oui, sur la SM en général parce que je vois juste qu'on est sur 5 défaites de suite quand même. Ouais. C'est pas arrivé depuis très très longtemps je pense. Ça c'est inquiétant. Et je sais pas si la faute c'est Urios ou les joueurs, mais en tout cas il faut changer quelque chose quoi. Puis même j'ai l'impression que quand Christophe Urios parle à la presse il comprend pas non plus. Ouais. Donc, il est toujours en train de dire ça, voilà. Je comprends pas ce qui s'est passé. Donc bon, au bout d'un moment, si lui il comprend pas, c'est pas nous qui allons le faire. Donc ouais.
Je sais pas, ça fait un moment qu'on se pose la question si c'est le bonhomme. Mais C'est après, curieux ça. Je sais pas s'il a les joueurs aussi, c'est un peu compliqué de. J'espère qu'il y a une bonne ambiance dans le vestiaire, en tout cas, moi. Mais c'est sûr que si la confiance, elle est pas réciproque dans les deux sens, il peut y avoir n'importe quel entraîneur, ça ne marchera pas, quoi. Max? Ouais, non, pour terminer, sachant que là, le calendrier va être quand même très compliqué, parce que donc La Rochelle fait match nul ce week-end, et on sait clairement 12-12 contre Castres. qu'ils vont venir avec des arguments, avec en plus les internationaux qui vont être de retour et bien en forme pour faire un résultat. Tu vas à Toulon. Clairement, Toulon, en ce moment, c'est très costaud. Ça déroule. Donc voilà, et puis tu reçois le Loup aussi. De toute façon, le top 14 aujourd'hui, hein, on parle des fois, il y a des championnats qui sont, on va dire, un peu plus déséquilibrés. Aujourd'hui, le top 14, hormis peut-être un promu, etc., et encore qui a fait des beaux coups cette saison. Ouais. Mais honnêtement, c'est un championnat tellement avec de l'enjeu et tellement disputé que malheureusement, laisser des points à domicile, c'est compliqué pour la fin de saison. Ok, donc voilà, on va essayer de regarder le bouclier de Brennus en photo, rester positif, parce que je suis pas sûr qu'il sera cette année sur la place de jaune, l'année prochaine non plus, enfin bref, non. Je ne rajoute pas de l'huile sur le feu. Donc le VBCC, le Volleyball Club de Chamalières, la saison est terminée, elle finit 11e, donc c'est un peu raté parce que l'objectif c'était de faire les playoffs. Je fais quand même un petit coucou à mon pote Atman Toubani, qui est un très bon coach. Et puis le HB Cam, qui a perdu 33-26 au Havre. Alors là, je suis un petit peu sous le choc, parce que c'est très rare de voir le HB Cam perdre comme ça. C'est du hand et de la D2 féminine, bien évidemment. Voilà, je voudrais aussi, en tant que passionné de boxe, faire un hommage à Georges Foreman, qui avait eu une frappe extrêmement lourde, qui a été champion du monde en 73, et qui est revenu, qui a arrêté sa carrière. Il est revenu à 45 ans pour être champion du monde. Donc ça, c'est vraiment incroyable, mais c'est la réalité. Il a été champion du monde à 45 ans, et c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Pour moi, il est comme Mohamed Ali et puis Joe Frazier. Donc voilà, un grand champion est parti. On va faire un petit quiz rapidement. Donc Yann, tu joues bien évidemment. Première question, Yann, quel est le record du monde du marteau ? 86-74. Ouais, c'est bien. Qui a été fait par Yuri Seddik en 1986. Bon, ça vaut 2 points. Ça vaut 2 À points. l'époque de l'URSS. Ouais, Il tient depuis exactement. longtemps ce record-là. Ouais, c'est rare quand même en C'est l'un athlète. des plus vieux Ouais. records d'athlètes. Ouais. Qui est champion au JO 2024 en marteau, Antoine ? Yann, non, genre en 2028, j'espère. Non, je sais pas du tout. Maxime ? Non plus. Yann ? Ethan Karsberg. Bravo, 2 points. C'est peut-être le futur Yuri Seddik. C'est vrai. Ouais, franchement, Il est costaud. à l'heure actuelle, il surpasse un peu. Alors bon, je vais aller le chercher, hein, mais non, C'est bien, ça. Bravo. Il est un petit peu au-dessus du lot, pas encore à l'Armand Duplantis, mais sur la perche, mais franchement, potentiel proche d'aller chercher un record du monde. Ouais. Ok. Il y avait de la Formule 1 donc ce week-end. Qui a fini, Antoine, qui a fini 2e de la course sprint ? Max Verstappen ? Non. Ah non, George Russell. Maxime ? Alors moi j'ai retenu que le premier, désolé. Oh, la question piège. Ah non, c'est bon, je sais. Vas-y, Oscar Piastri ? bravo. Ça fait 0,5 points. Oui, là j'avoue. Il y a du football ce soir. Kylian Mbappé est capitaine. Il a combien de sélections, Yann ? Kylian Mbappé en équipe de France de football ? Ah, de sélection. Ouais. Allez, un chiffre, s'il te plaît. Un match contre une sélection. Oui ? Ouais, 50. Plus, 59, plus, 65. plus, 90. moins, 72, plus, 78. plus, 82. plus, 84, plus, 86. plus. 87. Bravo Yann. Bravo. Déjà 87 sélections à quoi, 25 ans, non ? C'est énorme. Ouais, il est né en 98, je crois. Enfin, 98 ou Ouais, c'est 99. Là il est né en juillet 98. Ouais, s'il Ouais. continue, il va finir à Ouais. 200. Enfin, quoi que maintenant, on a des joueurs qui dépassent les. J'ai vu que Modric arrive bientôt à 200 et que Ronaldo les a déjà passés depuis un moment, mais Ça. à ce rythme-là, il les aura. Une question subsidiaire qui vaut un voyage en Alaska. Alors, on fournit pas les chaussures et tout. Hein. Les parquets et les pots de bête. Les Jeux Olympiques, les premiers Jeux Olympiques après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu lieu où ? Vous avez 5 secondes.
Après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, les Jeux Olympiques, ils ont eu lieu à 5, 4, 3. Los Angeles. À Londres, les amis. Voilà, c'est terminé pour cette émission sportive en tout cas. Il a même pas lu ses fiches. Hein. Cette émission est terminée, donc on vous remercie. Merci à toi, Yann Saucinan, et on te souhaite plein de bonnes choses. Voilà, vous pouvez nous retrouver en replay ou en podcast sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. À bientôt, à mardi prochain. Au revoir. Avec un S à sport. Logos FM.